C'est un plaisir de se retrouver depuis les studios Hello Press pour Hello Qualité, deuxième partie, et ce webinaire réalisé en partenariat avec Biomérieux. Listeria n'attendait pas la crise pour agir. Comment transformer les signaux faibles en levier d'action? Eh bien, pour répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Élise Rabary. Bonjour Marie-Élise. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Vous êtes responsable développement du marché agroalimentaire et à vos côtés, Fabien Guillard. Bonjour Fabien. Pierre, bonjour à tous. Vous êtes chef de marché microbiologie alimentaire, donc tous deux chez Biomérieux. Nous avons une trentaine de minutes, Marie-Élise et Fabien, pour donner le maximum d'informations aux professionnels qui nous regardent. Merci d'être si nombreux. Le chat est ouvert. N'hésitez pas à poser vos questions au fil des interventions. Fabien et Marie-Élise répondront au maximum aux questions posées et les autres questions pourront être répondues a posteriori du webinaire. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, Fabien, Marie-Élise, c'est que Biomérieux apporte des solutions et des outils innovants, des stratégies éprouvées pour maîtriser le risque Listeria. Listeria, justement, qui est un pathogène, Fabien, qui fait plus que jamais l'actualité. Oui, effectivement, Pierre, la listeria n'est pas un sujet nouveau. Elle nous préoccupe depuis plus de 20 ans, mais la pression s'accentue ces dernières années avec l'augmentation du nombre de cas de listériose, l'augmentation du nombre de cas de rappel de l'eau. Et puis, des crises récentes nous rappellent l'intérêt que nous avons à avoir autour de ce pathogène Listeria monocytogenes. Donc, la vigilance est de rigueur, essentielle à tous les niveaux, au niveau des industriels, au niveau des anciennes de grande distribution, au niveau des autorités et aussi des consommateurs. En réalité, on pourrait dire que la listeria, elle s'installe là où on la laisse tranquille. La question, c'est comment la maîtriser. C'est souvent difficile parce que la listeria, elle est souvent dite silencieuse et donc elle peut rester des mois, voire des années cachée et réapparaître de manière aléatoire. Alors, le point positif sur cette listeria, c'est qu'elle envoie des signaux faibles et ces signaux faibles, il faut savoir les capter. Ouais, Fabien, effectivement, un pathogène, particulièrement brillant sur le plan médiatique. On a vu les vagues de rappels produits encore massives cet été. Et puis, dans les usines agroalimentaires, c'est un pathogène silencieux. Ces signaux faibles, justement, quels sont-ils? On peut prendre un exemple. Donc, par exemple, un signal faible, ça va être un positif détecté dans l'environnement qu'on ne retrouverait pas dans le produit. Une contamination récurrente, mais sporadique, dans des endroits variés, ou alors encore des bioindicateurs comme la présence de Listeria spp qui serait retrouvée en augmentation au niveau du laboratoire ou des dénombrements de pseudomonas qu'on aurait aussi de manière plus fréquente au niveau du laboratoire. Donc ces signaux faibles, il est important de ne pas les négliger, les détecter, mais il faut aussi savoir les analyser en profondeur. Ouais, alors justement, Marie-Élise, qu'apporte Biomérieux sur ce point? Eh bien, écoutez, la valeur que Biomérieux apporte, c'est qu'on va développer des technologies de pointe qui vont être capables de détecter le plus tôt possible ces signaux faibles pour pouvoir réagir avant que la crise n'arrive. Et là où l'innovation de Biomérieux est intéressante, c'est que toutes les technologies que l'on développe sont principalement ultra simples, une simplicité de mise en œuvre qui permet que ces technologies soient mises à disposition directement des industriels agroalimentaires. Et le deuxième point important, c'est la rapidité, parce qu'on va avoir des résultats en moins de 2 heures. Et ces deux éléments combinés font que l'industriel va se trouver en totale autonomie pour gérer son risque listeria et ainsi pouvoir anticiper avant que la crise n'arrive dans son usine. Donc ce sont ces points-là qu'on souhaitait développer lors de ce webinaire aujourd'hui. Ouais, exactement. Simplicité, rapidité, autonomie, anticipation, mots-clés essentiels. Alors, Fabien, si l'on se place justement dans l'usine agroalimentaire, les sources de contamination, quelles sont-elles? Alors, il est communément admis que les sources de contamination sont variées et très fréquemment, on parle de 80% de contamination qui viennent de l'environnement. Donc l'environnement, ça veut dire quoi? Ça veut être l'environnement à partir de la terre, l'environnement à partir des animaux et via leurs fesses, ça va être de l'eau qui ruisselle dans l'usine, mais aussi des équipements, le personnel ou encore des biofilms qui pourraient s'installer dans l'entreprise. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les industriels ont tous un plan de maîtrise sanitaire et suivent tous la réglementation. Malheureusement, ça ne suffit pas toujours. Il faut aller au-delà des symptômes pour analyser et comprendre la cause racine du problème et des contaminations. On prend un exemple, un siphon retrouvé positif à la Listeria monocytogenes dans une entreprise agroalimentaire.
La question, c'est d'où vient cette contamination? Comment la Listeria mono s'est retrouvée dans ce siphon? Très probablement, elle a ruisselé depuis un point émetteur. Et en fait, il faudrait comprendre en fait où est ce point émetteur. Qu'est-ce qui a amené la Listeria mono dans le siphon? Donc, l'important, c'est maîtriser l'environnement, mais c'est aussi comprendre les migrations des Listeria mono dans l'entreprise agroalimentaire. Ouais, effectivement, c'est clair. Je retiens ce chiffre, 80% des contaminations proviennent de l'environnement. Et puis, on voit votre sens très pratique, effectivement, détecter de la listeria dans un siphon, et ben, c'est un indicateur, donc il faut aller remonter à la source. Alors justement, Marie-Élise, comment on fait pour manager ce risque listeria et limiter la propagation? Alors, c'est plutôt Fabien si vous voulez répondre sur ce point. Je peux répondre sur ce point. Donc en fait, globalement, on peut résumer comme ça, c'est plus la Listeria mono est loin de la zone en contact avec les produits, donc en rouge ici sur la photo, mieux c'est. Donc on imagine qu'on retrouve une Listeria monostogenes en zone 4 et on retrouve cette même Listeria monostogenes dans la zone 3. Ce qui serait important, c'est de comprendre comment cette même Listeria a migré de la zone 4 à la zone 3. Parce que ça va nous donner plein d'indications et c'est ce qui va faire en fait la suite de la compréhension des problèmes rencontrés. Ouais, exactement, sachant que listeria, on l'a dit, c'est le coupable invisible. On le dit souvent, c'est le coupable invisible. Donc, on se l'est dit, hein, tous les industriels mettent en place un plan de maîtrise sanitaire. Mais parfois, la listeria, elle réserve des surprises. Et malheureusement, les surprises, elles sont rarement bonnes. Donc, on dit coupable invisible parce que même si la listeria, on ne la retrouve pas à l'instant T, peut-être qu'elle est quand même là. Pourquoi elle peut être là? Parce qu'elle peut se loger dans des biofilms. On peut avoir affaire à des bactéries viables non cultivables. Et puis, il y a un effet échantillonnage. C'est-à-dire qu'on va prélever à gauche et puis finalement elle est présente à droite et on ne la voit pas. Pourtant, elle est bien dans l'usine. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, est-ce qu'on peut se réjouir de voir la listeria? Alors, ça peut paraître bizarre, Pierre, mais voir la listeria, on va voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'on va dire que oui, ça peut être une bonne idée parce que lorsqu'on la voit, cette listeria, elle va nous permettre de comprendre en fait d'où elle vient, comment elle se déplace dans l'usine, où elle se cache et peut-être comment il faudrait faire pour s'en débarrasser. Ouais, en fait, finalement, c'est une information précieuse qu'il faut être capable de décrypter. Vous avez évoqué les biofilms. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur ce point? On peut aller plus loin. Donc, vous l'avez compris, donc limiter l'installation de listeria dans une usine, c'est aussi maîtriser la présence de biofilms. Et ces biofilms, ce ne sont pas des simples saletés, en fait. Ce sont des écosystèmes microbiens, des communautés protectrices qui aident les bactéries à survivre au nettoyage agressif et au stress environnemental. Ceci transforme le nettoyage, on pourrait dire, en partie d'échec, et à chaque coup que nous jouons, les bactéries ripostent, elles s'associent entre elles, elles s'abritent et potentiellement elles créent des résistances aux biocides, et c'est parfois ça le problème. Donc, c'est ce qu'on voit sur la photo. En fait, le problème des biofilms, c'est que parfois, il va y avoir un relargage aléatoire à différents moments. On ne va pas forcément maîtriser à quel est ce moment et ça va créer un espèce de bruit de fond qui va rendre difficile la compréhension en fait de l'origine de la contamination. Ouais, effectivement, on comprend tout l'enjeu autour des biofilms avec cette explication. Alors pour manager le risque listeria, Marie-Élise, encore Fabien, mais j'ai envie de donner la parole à Marie-Élise, c'est la voix qui trépigne, elle a plein de choses à dire. Mais Fabien, c'est encore vous qui effectivement, allez alerter nos professionnels sur le fait que, manager, détecter dans l'environnement, c'est important, c'est stratégique, mais ça ne suffit pas. En fait, détecter, on le fait très bien. Prévoir aussi, les industriels le font très bien. Et puis parfois, c'est interpréter où il y a un manque de temps en fait qui existe et qui est dans la routine. On n'a pas forcément le temps d'interpréter. Pourtant, c'est là que peut se piloter de manière plus fine en fait la maîtrise du risque de listeria mono. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir piloter les prévalences et notamment avec des outils comme de la cartographie, matérialiser et rendre plus visuel des positifs sur une carte et des endroits de l'usine. Et puis aussi, un autre outil, c'est le typage. On va pouvoir typer les souches et pour mieux comprendre en fait si cette souche elle est résidente ou circulante dans l'usine. Alors, que dit la réglementation à ce sujet? Alors, la réglementation, en fait, on peut prendre ici l'exemple. Donc, il y a l'instruction DGAL du 31/30/12/2022, par exemple. Vous voyez donc les points. Par exemple, il est mentionné la détection ou l'augmentation de la prévalence de Listeria monostogenes dans l'environnement doit conduire à renforcer les autocontrôles des denrées et réciproquement. De même, en fait, il est mentionné une analyse plus poussée des souches bactériennes détectées peut permettre d'orienter la recherche des causes dans le cas où un nombre excessif d'échantillons positifs pour Listeria monostogenes serait retrouvé au cours des campagnes d'échantillonnage.
Et puis le dernier point, on l'a un peu évoqué, c'est le typage de Listeria mono par des techniques de biologie moléculaire qui pourraient nous aider à comprendre les migrations. Ouais, effectivement, donc le typage qui apparaît dans cette instruction technique du 30 décembre 2022, ça m'invite à vous interroger, Marie-Élise, sur eh bien, les dernières innovations justement qui permettent de mieux traquer Listeria monocytogenes. Alors, comme on l'a dit, Listeria monocytogenes est véritablement un coupable invisible. Elle va s'introduire dans votre usine, pouvoir se nicher dans des recoins et ensuite pour la déloger, ça va être vraiment très compliqué. Donc à l'écran, je vous ai visualisé en fait un environnement de production avec l'entrée des matières premières, l'environnement de production et le produit fini, dans l'exemple ici, une salade composée. Et il peut arriver donc que l'industriel détecte un positif Listeria mono dans son produit fini. À ce moment-là, il va mettre en place un plan de contrôle renforcé en échantillonnant davantage ses matières premières et l'environnement de production. Et il va du coup possiblement retrouver des touches de Listeria mono à plusieurs endroits de son usine. Dans ce cas de figure, l'industriel va se poser plusieurs questions. Déjà, s'agit-il d'une véritable contamination ou possiblement une contamination croisée au laboratoire? Quelle est la source de cette contamination? L'environnement, une matière première ou autre? Est-ce que c'est une souche qu'il a déjà vue? Est-ce qu'elle est persistante dans son usine, sous un environnement de biofilm? Et si oui, à quel endroit? Et donc, il faudrait que l'industriel parvienne à répondre à toutes ces questions, sauf que souvent, il n'a pas le temps. Donc, il va se lancer directement dans le nettoyage à grande eau et grande énergie pour essayer de décontaminer un petit peu à l'aveugle. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir rendre cette listeria visible. Et de quelle manière, en fait? C'est grâce au typage de l'ADN de la listeria qu'on va réussir à faire ça. Donc, je vais vous détailler un petit peu plus en détail tout à l'heure ce point-là. Mais en gros, si on devait imager, cela reviendrait à mettre de la couleur en fait sur chacune de nos listeria. Donc si je reprends l'exemple qui est à l'écran, la listeria qui est venue contaminer notre produit fini est la listeria jaune. Et il s'avère qu'on la retrouve également dans l'environnement de production au niveau d'une conditionneuse. Donc ça fait le lien directement entre ces deux sources, ces deux listeria qu'on a trouvées à deux endroits différents, mais qui sont génétiquement les mêmes. On apprend également par du typage que la listeria sur le produit fini est génétiquement différente d'autres listeria identifiées ici en bleu, en vert, etc. dans l'usine. Donc avoir ces informations-là de typage vont permettre à l'industriel de vraiment focaliser ses efforts sur la zone qui est prioritaire à démonter et il va éviter comme ça peut-être des semaines, voire plusieurs jours de nettoyage intensif de ses équipes qui à la longue pourraient se lasser. Donc, en résumé, comment rendre cette listeria mono davantage visible? Votre réponse? Grâce au typage, on va avoir l'information de qui est la souche face à laquelle on doit combattre, d'où elle vient et quoi faire pour s'en débarrasser. Donc vraiment, avec ces éléments-là, l'industriel a des éléments concrets, factuels, pour pouvoir prendre des décisions éclairées très rapidement. Et ça lui permet effectivement d'éviter de la perte de produits, de bloquer des lots, de faire du retrait-rappel. Ça évite d'impacter également l'image de marque auprès des consommateurs ou de la grande distribution. Et donc globalement, grâce au typage, il va réussir à réduire ses coûts. Ouais, alors on voit effectivement tout l'enjeu autour du typage. J'aimerais en savoir plus sur l'outil qui permet de faire le typage des souches. L'outil, vous le connaissez peut-être déjà, l'outil c'est le GenUp de bioMérieux. Donc il est développé et fabriqué par bioMérieux. Donc c'est un outil qui permet en routine de détecter les pathogènes classiques, on va dire, tels que Salmonelle, Listeria spp, Listeria monocytogenes, les chronobactères, les EHEC et encore plein d'autres tests. Et ce même thermocycleur, il va vous permettre dorénavant de faire le typage de vos souches de Listeria monocytogenes via un test qu'on appelle GenUp Typer. Concrètement, en moins de 2 heures, vous aurez accès à une caractérisation de votre souche qui va, donc caractérisation, on va cibler des séquences spécifiques de l'ADN et spécifiques de Listeria monocytogenes. Et en fait, globalement, en moins de 2 heures, vous pourrez distinguer les différents individus selon leur matériel génétique, leur identité génétique, et ainsi les mettre sous forme de clusters pour les regrouper. Ouais, GenUp Typer. Donc pour le typage de souches, différentes technologies de typage existent. Comment se positionne la solution?
Effectivement, Pierre, il y a différentes technologies qui existent déjà sur le marché, qui vont être plus ou moins longues, plus ou moins coûteuses et compliquées à mettre en œuvre. Donc, à l'écran, comme vous pouvez voir, j'ai reporté les principales technologies que l'on retrouve actuellement sur le marché. Donc, on va retrouver en bas, en bleu, par exemple, du séquençage 16S ou du MALDI-TOF qui vont donner des informations au niveau du genre et de l'espèce. Donc, dans notre exemple, Listeria mono. Un peu plus haut, en fait, au niveau de la PFGE, MLST, on va avoir une discrimination taxonomique qui va commencer à être déjà beaucoup plus fine, puisqu'on va être capable de constituer des groupes clonaux de souches, c'est-à-dire être capable de dire que 2 individus de Listeria mono ont la même origine. Et effectivement, sur le haut du diagramme, on va retrouver toutes les technologies assimilées à du séquençage total, donc aussi appelé séquençage WGS. Et donc, le Genotyper se positionne donc au même niveau que, on va dire, de discrimination que de la PFGE ou MLST. Il va être capable de constituer des clusters de souches. Et on a imagé, comme vous pouvez voir à droite, un petit peu la finesse de discrimination que le typer va pouvoir donner, un petit peu en dessous que du séquençage total. Donc, malgré tout, ça reste complètement suffisant pour des applications industrielles. Ouais, on met un visage effectivement sur Listeria. Alors, pour être le plus concret possible, des exemples, Marie-Élise. Alors, un point important, effectivement, que j'ai oublié de souligner, c'est que le Genotyper va donner un résultat en 2 heures. Et ça, c'est un point qui va vraiment le différencier par rapport aux autres technologies qui vont donner plutôt des résultats de l'ordre de 10 jours à même plusieurs semaines. Et donc, parmi les exemples, Pierre, du coup, que je peux vous donner, je peux vous citer l'exemple d'un industriel du saumon fumé. C'est vrai que dans l'industrie du saumon fumé, on peut faire rapidement un raccourci de dire que la contamination à la Listeria mono est introduite par la matière première. Sauf que dans son cas, il a pu réaliser du Genotyper en interne et il a mis en évidence que la souche ici en vert qu'il a retrouvée du coup sur son saumon fumé était la même que celle qu'il avait retrouvée sur sa trancheuse. Avec ces éléments-là, du coup, il a pu aller voir le responsable qualité, son directeur d'usine, et en lui montrant la preuve avec le typer, justifier en fait le renouvellement de cette installation qui était à la fois vétuste et avec une conception hygiénique non adaptée. Fabien, un autre exemple, on prolonge sur le Je peux second. juste vous donner un autre exemple chez ce même industriel. Cette fois-ci, la souche qu'il avait retrouvée sur son saumon fumé était corrélée avec celle qu'il avait retrouvée dans une matière première. Et donc là encore, avec la preuve du typage, il a pu aller voir le fournisseur de saumon fumé et ça leur a fait gagner beaucoup de semaines de parlementation durant lesquelles il aurait peut-être déchargé la faute. Mais là, avec la preuve du coup du typage, ils ont gagné beaucoup de temps et puis rapidement mettre en place des actions concrètes. Et oui, effectivement, des actions concrètes et performantes. Fabien, un autre exemple dans un autre secteur. Oui, on change de domaine. Donc, on peut donner l'exemple d'un fromager qui avait pris l'habitude de conserver ses souches rencontrées au labo, donc souches de Listeria mono, et puis il avait un historique depuis plus de 20 ans. Et quand cet industriel a eu accès à la technologie de Genotyper, en fait, il a séquencé, caractérisé toutes ces souches, typé toutes ces souches de Listeria mono, et ça lui a permis de comprendre des événements passés en fait au sein de son usine. Un événement immédiat, en fait, il avait aussi la présence de Listeria mono, et il a compris en fait par l'intermédiaire de ce typage de souches, grâce à Genotyper, en fait, qu'il avait une souche qui était résidente et qui se logeait dans le carrelage ou dans le joint de carrelage qui commençait au fil du temps à se décoller et avec l'humidité de la production, avec les eaux de nettoyage, en fait, les murs étaient un peu lessivés et la Listeria monocytogenes partait en fait avec ce lessivage et était relarguée dans l'usine. Donc l'action immédiate, c'était assez simple. Donc l'industriel, il a changé son carrelage, il a défait la zone contaminée. Et ce qu'on peut retenir en fait ou prendre comme enseignement, c'est que il y a vraiment un intérêt à conserver les souches parce que c'est l'historique des souches qui aide à comprendre en fait l'émigration de Listeria monocytogenes. Donc si vous ne le faites pas encore, vous n'êtes pas encore prêt à faire du typage, le conseil qu'on peut vous donner, c'est conserver vos souches. Peut-être que demain, vous serviront à comprendre ce qui se passe dans l'usine. Le message est passé. Alors concrètement, comment fonctionne Genotyper ? Le point de départ, c'est simple, c'est une colonie isolée sur un milieu de culture. Donc ici, on a un milieu de culture spécifique de Listeria mono, Aloha. Et une fois qu'on a cette colonie isolée, on va faire une lyse
par un simple pipetage. En fait, c'est vraiment une technologie adaptée à tous les labos, accessible à tous les gens qui font des manipulations. Une liste qui dure 5 minutes et ensuite un nouveau pipetage. On va prendre une barrette en fait GenUpTyper qu'on va ensuite installer dans le thermocycleur et en moins d'1 heure, vous aurez accès à du typage. Les informations retrouvées, enfin définies par GenUpTyper vont être transformées dans la plateforme Augmented DX. L'important, en fait, c'est de comprendre qu'elles vont être traduites de manière compréhensible par n'importe quel responsable qualité, responsable de laboratoire. Donc, Marie-Élise l'a dit, en moins de 2 heures, vous aurez accès à une information compréhensible de typage et vous serez en mesure, en fait, et c'est là tout l'intérêt de GenUpTyper, de prendre ou de mettre en place des actions correctives immédiates. Marie-Élise, comment illustrer de façon visuelle ? Écoutez, très simplement, je peux vous montrer à l'écran, du coup, 3 souches de listeria que vous auriez pu isoler dans votre environnement, une verte, une bleue, une jaune, et en réalisant du typage, c'est comme si vous obteniez la carte d'identité en fait de chacune de ces souches, traduite ici sous forme d'un code barre, et la plateforme Augmented Diagnostics va permettre d'analyser ce code barre, va le traduire en une adresse GenUpTyper et ensuite faire un regroupement automatique des souches. Donc dans l'exemple, la souche verte et la souche bleue font partie du même cluster. Le logiciel les a automatiquement regroupées et en parallèle, la souche jaune que vous auriez retrouvée pour la première fois sera identifiée comme une souche unique. Et encore à l'écran, là, vous pouvez voir en fait le tableau de bord de visualisation de cette plateforme où vous retrouverez l'historique de toutes les souches que vous aurez typées précédemment avec toutes les données que vous aurez associées, que ce soit l'atelier, la zone de prélèvement, si c'est une zone de moyenne, haute, basse hygiène, si ça a été prélevé dans une matière première, un environnement ou un produit fini. Donc toutes ces informations seront conservées dans la plateforme. La particularité, c'est que à la fois simple et conviviale à utiliser, elle est avant tout ultra dynamique. Donc pour l'industriel, si aujourd'hui il a une souche qu'il a précédemment détectée 6 mois auparavant, l'analyse sera tout à fait dynamique et très simple à mettre en œuvre. Beaucoup plus simple que s'il devait ressortir son fichier 6 mois avant et comparer deux documents PDF. Ouais, c'est très clair, Marie-Élise. Beaucoup de questions sur le chat. Je crois qu'effectivement, la solution de typage suscite l'intérêt. On a compris que avec GenUpTyper, eh bien, on avait un outil pour retrouver la cause racine d'une contamination. Mais est-ce que c'est toujours le plus pertinent ? Alors, c'est vrai qu'il peut être intéressant de faire du GenUpTyper en première intention. Ça répondra dans la majorité des cas aux questions que peut se poser l'industriel. Mais ça peut être également intéressant de le compléter avec du séquençage total, donc WGS, pour différents sujets et notamment le sujet des résistances aux biocides. Le séquençage, en fait, que l'on propose aussi chez Biomérieux, permet de faire les relations des souches entre elles, également de donner les résistances. Donc, on a évoqué les biocides, mais ça peut donner également des informations sur les résistances à un pH, une température, une salinité, des métaux, enfin tout type de résistance. Et également, le séquençage va être intéressant pour un peu mieux comprendre le type de transmission, les vecteurs de transmission au sein de mon usine. Également, connaître la virulence d'une souche, savoir si elle fait partie d'un biofilm, ce type d'information. Et ce qui est intéressant, c'est que ces données-là de séquençage seront également exploitables via la plateforme Augmented DX. Ouais. Marie-Élise, un dernier sujet avant de passer aux questions. On a évoqué l'importance de la maîtrise de l'environnement de production, source de contamination dans une grande partie des cas. Est-ce qu'il existe des outils pour mieux maîtriser ce sujet ? Effectivement, l'environnement de production, c'est un élément hyper critique, comme on l'a vu précédemment. Donc, il peut être intéressant également d'avoir la possibilité de faire des cartographies dynamiques des prélèvements de votre usine. Et il y a un outil qui permet de faire ça, c'est Enviromap. Enviromap, c'est un logiciel également qui va permettre d'automatiser complètement votre programme de monitoring de l'environnement. Ça va permettre de planifier de manière automatique tous vos échantillonnages. Ça va permettre de cartographier également les résultats. Comme vous pouvez voir à l'écran, en fait, vous pouvez avoir le plan de votre usine et de manière très simple par des codes couleurs, donc vert, résultat négatif, rouge, résultat positif. Vous pouvez voir effectivement le positionnement de vos échantillons sur la carte. Également des actions correctives qui vont être proposées de manière automatique par Enviromap. Et un point intéressant également, c'est que le logiciel, en un simple clic, va pouvoir vous faire des analyses de tendance, chose qui peut être également très chronophage à faire pour un responsable qualité qui aurait des données de plusieurs mois à analyser sur un fichier Excel.
Et on a parlé du GenUpTyper aujourd'hui. Est-ce qu'on peut relier les deux outils, Enviromap et GenUpTyper? Oui, tout à fait. Merci Pierre pour la question parce que on va dire cerise sur le gâteau, on est capable d'interfacer en fait les résultats du typer, donc de vos clusters de souches, sur Enviromap. Et donc comme vous pouvez le voir une nouvelle fois, les souches là cette fois sont identifiées par des codes couleurs, les clusters de souches. Donc vous pourrez voir que la souche en bleu qui a contaminé votre produit fini est la même que celle que vous aviez eue sur vos matières premières. Donc encore une fois, un outil très simple et très pertinent pour que l'industriel puisse prendre les bonnes décisions et du coup éviter la crise, voir bien les signaux faibles et éviter que ça ne dérive. Ouais, le message est très clair. Allez, Fabien, le mot de la fin avant la séance de questions qui sont nombreuses. Donc, avec Marie-Élise, en fait, et Pierre, ce que nous aimerions que vous reteniez de ces webinaires, c'est que il va être intéressant, en fait, d'anticiper plutôt que de subir les crises, vous l'aurez bien compris. Comment on va faire? Ça va éviter aussi les rappels coûteux. Comment on va faire? On va identifier les signaux faibles et localiser les risques cachés. Comment? Avec l'innovation Biomérieux GenUpTyper, vous pouvez typer en moins de 2 heures, en toute simplicité, vos souches de Listeria monocytogenes. Ça va simplifier la détection et la compréhension en fait, des migrations de Listeria dans votre usine. Le but, c'est de réagir avant que la crise n'éclate. Exactement, anticiper plutôt que de subir. Le message est passé. On prend effectivement les questions, alors avec des réponses courtes pour essayer d'en prendre le maximum. Fabien, vous avez souligné tout l'intérêt des historiques de données. Alors justement, des questions en la matière. Tout d'abord, est-ce que de votre côté, vous avez peut-être des bases de données de référence qui peuvent être utilisées afin de déterminer les groupes clonaux? Et puis par ailleurs, est-ce que dans votre accompagnement, il peut y avoir justement la conservation des souches? Alors, pour vous expliquer, lorsque l'on a construit l'outil GenUpTyper Listeria Mono, on a pris comme base les données publiques de tous les séquençages de profils de Listeria qui existaient. C'est ça qui nous a permis de construire un arbre phylogénétique. Et donc, quand le GenUpTyper va donner son résultat, il va être capable de positionner la souche que vous avez retrouvée dans cet arbre phylogénétique et donc par rapport aux bases de données. Donc, je crois qu'on a utilisé à peu près 35 000 profils de souches différentes pour le construire. Et donc, dans le résultat, on n'en a pas parlé, mais en plus du cluster de souches, vous allez avoir des informations sur le clonal complexe et le sequence type qui vont permettre aussi à l'industriel de pouvoir faire de la bibliographie et retrouver des informations sur la souche qu'il a dans son usine. Entendu. Et des questions sur justement comment conserver ces souches? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Comment on peut faire quand on est une PME, un industriel de l'agroalimentaire, Fabien? Il existe des géloses en fait qu'on appelle des géloses de conservation qui vont pouvoir permettre de garder les souches. De manière très simple, on peut aussi les garder au congélateur à moins 20 degrés. Ça fonctionne plutôt pas mal avec des milieux spécifiques. Le top du top, c'est le congélateur à moins 80, mais tout le monde n'a pas un congélateur à moins 80. Mais déjà, conserver sur des géloses, même à température ambiante, dans des tubes de gélose de conservation, c'est possible. Et moins 20, c'est aussi possible. Donc, de toute façon, une fois congelée, la souche, elle repart ou elle ne repart pas. Si elle repart, on arrivera à en faire quelque chose. Ouais, entendu. Alors, des questions sur la reconnaissance de cette technologie. Que dit le LNR, le Laboratoire National de Référence Listeria, sur cette méthode? On peut peut-être élargir aux autorités de contrôle. Quelle reconnaissance? Alors, il n'y a pas de validation que l'on a faite de manière officielle de la technologie. Malgré tout, lorsque l'on a développé le GenUpTyper, on l'a comparé en fait aux résultats du gold standard, qui est le séquençage total. Et ça, ce sont des informations qu'on peut transmettre du coup à ceux qui seraient intéressés, la comparaison des typages de souches que l'on a fait entre le séquençage et le GenUpTyper. Beaucoup de questions sur Enviromap. Alors, oui. À la fois sur, le mode d'utilisation. Est-ce qu'on l'utilise seul, en licence? Enfin, voilà, comment ça se passe? Et surtout, en fait, la question technique, c'est peut-on adapter Enviromap à toute structure?
Alors, EnviroMap, c'est un logiciel qui est en accès web. Donc, vous pourrez y avoir accès de manière très simple si votre PC est connecté, on va dire, à un réseau. Il suffit d'avoir l'adresse IP du logiciel. Les accès, ce sont des accès sécurisés, donc avec login et mot de passe. Et par rapport aux organisations, en fait, il va pouvoir s'adapter à la fois à des petites structures, un accès pour un site qui aurait besoin de faire ce suivi à la fois du monitoring environnemental et de ses produits, mais également des grandes organisations, même qui vont être dans plusieurs pays différents. On va pouvoir visualiser du coup par un principe d'organisation, d'un accès en organisation et ensuite usine par usine. Je reviens au GenUp Typer. Est-ce que ça fonctionne aussi bien pour les prélèvements de surface que les matrices, les produits alimentaires? Oui, alors Fabien. je peux répondre si vous voulez. Oui, effectivement, ça, peu importe l'origine, en fait, l'important c'est d'avoir une colonie isolée sur un milieu de culture. À partir de cette colonie, on peut faire ce qu'on veut. Donc on pourra, ça ne change rien. Autre question, c'est au fond de se dire que la détection, les informations apportées par le typage sont hyper intéressantes, mais qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce que ça déclenche? J'imagine que c'est évidemment une solution à intégrer avec des solutions, des actions de nettoyage, désinfection appropriées. Fabien? En fait, l'intérêt, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc, forcément, la première action, c'est de déclencher des nettoyages, de mettre en place des actions correctives et de vérifier si ces actions correctives fonctionnent. Et en fait, d'autres typers ou d'autres analyses ou de typage vont nous aider à mieux comprendre et se dire, peut-être que le nettoyage mis en place a suffi ou pas. Peut-être aller plus loin. Donc, c'est ce que disait Marie-Lise tout à l'heure. Il n'y a pas d'opposition entre GenUp Typer et le Gold Standard WGS. Le GenUp Typer, c'est vraiment la solution suffisante pour prendre des décisions immédiates dans une usine agroalimentaire. Si à un moment donné, on n'a pas forcément suffisamment d'informations ou si les actions correctives mises en place ne suffisent pas, c'est ce que disait Marie-Lise tout à l'heure, on va aller s'intéresser au WGS qui va nous aider à comprendre une situation précise, par exemple une résistance à des biocides. Et après, on peut revenir sur GenUp Typer. Et les données en fait, de WGS qui sont trouvées ou que vous auriez pu trouver, vous auriez pu avoir dans le passé par des laboratoires extérieurs, vont pouvoir, si vous le souhaitez, être réintégrés dans GenUp Typer, donc pour reprendre un peu l'historique de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est très clair. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Encore des questions qui n'ont pas pu être posées. Je m'en excuse, mais Marie-Élise et Fabien y répondront après le webinaire. Un grand merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci Pierre, à bientôt. On se retrouve à 14h30.